Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, donc moi c'est Julie Chapon, j'ai 30 ans et je suis cofondatrice de Yuka. Moi, c'est François Martin, j'ai 30 ans aussi et on a monté Yuka avec Benoît, mon frère aussi. Alors Yuka, c'est une application mobile qui permet de scanner le code barre des produits alimentaires pour connaître leur impact sur la santé. Et lorsque le produit va être mauvais, Yuka va recommander des produits similaires mais meilleurs pour la santé. On a lancé l'application en janvier 2017 sur iOS, puis en juin 2017 sur Android. Et après un an, là, on en est à 650 000 utilisateurs. C'est un beau départ, on est content. La question. Comment trouver un business model personnel le temps que l'entreprise trouve le sien? Le vécu. Au départ du projet, moi, c'était hyper important de trouver un business model. Et au final, ça fait 2 ans maintenant et on l'a toujours pas trouvé. Et c'est devenu moins grave, c'est devenu moins une obsession. Bien sûr, on essaie de trouver des moyens de financer. Mais en attendant, on peut trouver différentes astuces qui nous permettent de vivre et de développer le projet sans être rentable au départ. Donc c'est pas la priorité. La priorité, c'est de construire un produit. Après, de le rentabiliser, oui. Mais ça vient dans un second temps, je pense. Premier apprentissage. Le premier apprentissage pour nous, c'est d'anticiper le moment où on va se lancer à plein temps. Alors moi, j'en ai parlé très tôt dans mon entreprise. Ça a été très clair dès le début que j'avais un projet en parallèle. Je m'en suis jamais cachée. J'en ai parlé à mes supérieurs tout de suite. J'ai fini par partir et j'ai pu toucher le chômage. Et le fait d'en avoir parlé très tôt a fait que j'ai maintenu de très bonnes relations avec l'entreprise et que grâce à ça, on a pu avoir des locaux mis à disposition par mon ancienne entreprise pendant 1 an. Ça nous a beaucoup aidé financièrement. Pour ce qui est de Benoît, lui c'est pareil, il en a aussi parlé assez tôt dans son entreprise. Lui financièrement c'était un peu plus compliqué parce qu'il a une famille et des enfants, mais pareil grâce au fait d'en avoir parlé assez tôt, il a pu facilement négocier un 3/5e dans son entreprise et ça lui a permis de se libérer du temps aussi très rapidement sur Yuka. Et aujourd'hui, donc il maintient toujours ses bonnes relations. Il continue d'informer son entreprise et ses supérieurs sur Yuka et sur ce qu'il y fait. Et il est en train de négocier une rupture conventionnelle pour pouvoir vraiment se mettre à plein temps sur Yuka. Et c'est plutôt bien parti. Alors moi, avant, j'avais monté une agence web. Je travaillais à réaliser des sites web et des applications mobiles pour des entrepreneurs et des associations sur Paris. Quand j'ai quitté l'agence web, j'ai pris une partie des clients sur lesquels j'ai continué à travailler en freelance. Donc là, c'était une période vraiment très très intense sur lesquelles j'ai travaillé énormément le soir et les week-ends pour faire un maximum de missions, terminer les missions le plus tôt possible et mettre de l'argent de côté. Avec ça, j'ai pu mettre 50 000 € de côté à peu près, ce qui m'a permis d'avoir un matelas confortable où me dire je peux me lancer. Si ça foire, j'aurai un peu le temps de me retourner financièrement. Voilà, ça m'a conforté. Après, ce qui était un peu délicat, c'était que je travaillais avec ces clients en freelance et ils me demandaient toujours plus de missions, plus de choses. Et donc, ce passage, il ne faut pas se laisser embarquer par le freelance et se dire, OK, ça paye et Yuka, ça paye pas. Et être capable de lâcher ses clients en leur expliquant. Et encore une fois, là, c'est de la transparence. C'est discuter avec eux de son projet. Ils comprennent tout à fait. Moi, je me sentais assez coupable de me dire je vais les lâcher, comment ils vont faire sans moi. Ils ont trouvé d'autres agences, ils s'en sont très bien sortis. Et donc là, effectivement, il y a un passage un peu délicat qui est de dire maintenant, je me jette dans le vide et je ferme mes différents contrats freelance. Deuxième apprentissage. L'apprentissage numéro 2, ça a été d'étudier les pistes de financement sans contrepartie. Pour ça, on avait la Fabrique à Viva, qu'on a fait en avril dernier et qui nous a rapporté 10 000 €, qui a permis en plus à notre communauté de s'impliquer sur le projet. Donc c'était important pour nous en termes d'animation. Ensuite, il y avait la BPI. La BPI, on a eu la bourse French Tech, donc ça c'était 24 000 € qui nous ont été accordés sans contrepartie aussi. On a vraiment cherché les sources de financement où on savait qu'on avait une chance, une probabilité de les obtenir assez forte. Après, effectivement, il ne faut pas tomber dans le travers de vouloir participer à tous les concours parce que là, en fait, on se retrouve à passer du temps à postuler à des concours pour soit ne rien gagner, soit gagner des toutes petites sommes. Là, ça devient vraiment plus un handicap. Donc, il faut vraiment bien sélectionner ce à quoi on va participer en termes de rapport temps-retour sur investissement. Ces subventions, ces concours, ça a été super important parce que ça permet de me payer concrètement là. Depuis le mois de juin,
je me paye avec Yuka. Puis ça nous fait aussi, ça nous paye les dépenses d'outils. On a quand même pas mal d'outils qu'on paye techniques pour faire tourner l'appli. Ça rémunère aussi la stagiaire. Ouais. Sur la bourse French Tech, nous, le petit regret qu'on a, c'est qu'on ne s'est pas suffisamment renseigné auprès d'autres personnes qui avaient déjà fait ces démarches-là. On a touché 23-24 000 euros. On aurait pu en toucher 30 000. Mais simplement, on s'est mal renseigné. Donc, on s'est mal renseigné sur les postes de dépenses éligibles. On a mis beaucoup de postes de communication, alors que la BPI n'aime pas trop les dépenses de communication et préfère financer des dépenses techniques. Si on avait été au courant, en fait, on aurait mieux aménagé les dépenses et on aurait pu toucher plus. Donc voilà, avant de constituer ce type de dossier, je pense que c'est vraiment important de se renseigner auprès d'autres personnes qui sont déjà passées par là, d'obtenir des modèles de dossiers pour faire les choses au mieux. Notre conseil, clairement, sur la bourse French Tech BPI, c'est de passer tout en tech, de passer que des dépenses techniques. Ça, ils aiment bien. Troisième apprentissage. Alors l'apprentissage numéro 3, c'est de savoir accepter les revenus d'opportunité, mais en gardant en tête que c'est pas le cœur d'activité. Nous, par exemple, avant même de lancer Yuka, on a été contacté par une grande entreprise pour travailler avec eux sur un projet en interne, pour leur mettre à disposition en marque blanche l'application. Ça faisait pas du tout partie de notre projet, mais on a accepté parce qu'à ce moment-là, on avait un vrai besoin de financement. On l'a accepté, mais en sachant qu'on voulait pas en faire notre business model et que c'était vraiment pour nous aider à décoller. Nous, aujourd'hui, on n'a pas du tout envie d'être orienté B2B, on a vraiment envie d'être orienté B2C, mais on reste à l'écoute des opportunités si on nous contacte pour du B2B. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement regarder le projet B2B, combien de temps ça nous prend, qu'est-ce que ça nous rapporte. Si ça nous prend peu de temps, que ça nous rapporte beaucoup, on se dit pourquoi pas. Par contre, voilà, il est hors de question qu'on se mette sur un projet B2B qui nous demande beaucoup trop de temps, qui nous défocus de notre vrai projet. On a eu des distributeurs qui nous ont contactés pour faire des benchmarks de leurs produits, pour les comparer à la concurrence, pour savoir s'ils faisaient des gâteaux plus sains que leurs concurrents. On l'a fait une fois, on a vu que ça nous prenait beaucoup trop de temps, on ne le fait plus. Quand on a un produit B2C, le problème du B2B, c'est que c'est très tentant parce que c'est très rémunérateur et qu'en un mois, on fait ce qu'on fait en 2 ans en B2C. Donc c'est très tentant en fait de glisser vers un produit B2B, mais qui perd énormément de sens en fait. Et à un moment, on risque de se retrouver à ne plus être en phase avec la mission qu'on s'était fixée. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que dans ce cas-là, on discute tous les trois et puis on se dit, ok, est-ce que c'est vraiment dans le sens de la mission qu'on s'est fixée avec Yuka? Oui, non. Et puis si c'est pas le cas, et tant pis, on laisse tomber et on n'y va pas. Ça aurait pu nous rapporter beaucoup, mais en fait, c'est pas ce qu'on a envie de faire tout simplement. Quatrième apprentissage. Le conseil, c'est vraiment de ne pas être obsédé dès le début par le fait de trouver un business model. Parce que si on a un produit de qualité qui répond à un vrai besoin, à une vraie demande, le business model, il va naturellement se dessiner au fur et à mesure. Donc nous, on a fait l'erreur au début d'être complètement obsédé par le business model et de vouloir trouver un business model avant même d'avoir lancé quoi que ce soit. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que ça n'a pas de sens parce que on a des pistes de rémunération qu'on n'aurait pas du tout envisagées liées au retour qu'on a de nos utilisateurs. La première, c'est le programme nutrition qu'on a lancé. En fait, le programme nutrition, il est lié au fait qu'on a lancé un blog avec des articles très simples et très clairs sur la nutrition et la santé. Et on s'est rendu compte que ce blog marchait très 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 bien. Il y avait énormément de vues, énormément de partages, énormément de commentaires. Et on s'est dit, mais pourquoi on monétise pas le contenu qu'on produit ? Et de là est né le programme nutrition avec un nutritionniste, avec des recettes et avec des conseils. Mais voilà, c'est vraiment né en fait du succès du blog. Ensuite, il y a eu une deuxième chose, c'est les dons des utilisateurs. Jamais au début, on se serait dit, on va mettre à disposition un formulaire pour que les gens nous fassent des dons. Sauf qu'en fait, on recevait énormément de mails où les utilisateurs nous disaient, mais comment on peut vous aider ? Et on savait pas trop quoi leur répondre. On leur disait, suivez-nous, enfin, parlez-en autour de vous. Mais un jour, on s'est dit, tiens, et si on mettait un formulaire de dons ? Et il se trouve que ça marche bien. Enfin, ça nous apporte un complément de rémunération, puisque tous les jours, on a des dons. La troisième chose, c'est que là, on est en train de lancer une version payante de l'application, donc des fonctionnalités qui dans l'application seront payantes, et notamment l'analyse des cosmétiques et des produits d'hygiène. Et ça, c'est pareil, au tout début, en fait, on n'avait pas du tout songé à monétiser l'application, parce que monétiser une application, c'est très dur, ça rapporte très peu, tant qu'on n'a pas plusieurs milliers d'utilisateurs. Et nous, jamais on aurait pensé avoir ce nombre d'utilisateurs un jour, mais voilà, on a changé d'avis en voyant le succès qu'avait l'application, on s'est dit, si, on peut la monétiser. Donc tout a vraiment découlé, en fait, de l'avancement du projet, des retours des utilisateurs. Là, les cosmétiques et les produits d'hygiène, on le sort parce qu'on nous le demande tous les jours. Cinquième apprentissage.
Par rapport au salaire, je pense qu'il y a aussi une grosse peur de descendre de niveau de vie en devenant entrepreneur. Enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Que ce soit François, il arrive à vivre à Paris et il continue de se faire plaisir, à sortir. Enfin, voilà. Moi, c'est pareil. En passant au chômage, j'ai perdu 30% en salaire. Mais en fait, à côté, il suffit juste de se réorganiser un petit peu, de réorganiser sa vie et son budget. C'est des choses toutes bêtes, mais bon, on s'achète moins de fringues. Je fais régulièrement à manger, comme ça m'évite d'avoir à acheter dehors le midi. Il y a plein de choses comme ça où ça paraît compliqué et en fait, c'est tout à fait faisable. Et un autre exemple, c'est Benoît. Benoît, il est passé à 3/5 à son travail. Benoît, il a une famille, il a 3 enfants. Il gagne maintenant 3/5 de ce qu'il gagnait avant et il arrive à s'en sortir. Et c'est pareil, il s'adapte. C'est-à-dire qu'avant, le week-end, avec ses enfants, il allait faire des sorties payantes. Maintenant, ils vont au parc, ils vont faire du vélo. Mais voilà, en fait, il y a toujours une solution. Il ne faut pas avoir peur de perdre en niveau de vie. On arrive toujours à s'adapter et on ne vit pas moins bien parce qu'on gagne moins, en fait. Après, au-delà du SMIC, il faut surtout voir qu'on peut faire passer énormément de choses sur la boîte. Ça fait économiser la TVA, ça fait économiser les charges. Donc, grosso modo, ça revient quasiment moitié prix ce qu'on achète avec la boîte. Et ça évite de sortir des salaires. Donc, c'est intéressant de faire passer, moi, sur l'agence web que j'ai toujours en freelance, je fais passer une partie de mon loyer, 30%, puisque le siège de cette société, il est chez moi. Donc ça, c'est autorisé. Et je fais passer aussi 30% de mon électricité. Voilà, des petits trucs comme ça. Je peux faire passer des voyages en Uber. Tout ça, c'est autorisé en fait. Conseil Pour gagner du temps. S'enlever toutes les distractions, travailler que sur 2 choses, le produit et parler à ses utilisateurs. Je trouve que c'est vraiment les 2 choses qu'il faut faire pendant les 2 premières années. C'est tout. Et moi, un peu en lien, le conseil, c'est de savoir dire non. Il y a un moment où on va avoir envie de participer à plein d'événements, plein de conférences. On reçoit aussi énormément de sollicitations de personnes qui veulent faire des rendez-vous, voir s'il y a des synergies entre nos entreprises, entre nos startups. Et en fait, il y a un moment, il faut savoir dire non. Alors au début, c'est un peu difficile. Parce que c'est toujours dur de dire non à quelqu'un. On a aussi des sollicitations d'étudiants qui veulent faire quelque chose avec nous sur le projet. Et voilà, il y a juste un moment, il faut savoir dire non, il faut savoir l'expliquer de manière claire, mais juste savoir dire non, là, je ne peux pas parce que j'ai envie d'être focus sur mon produit, sur mes utilisateurs, et je n'ai pas envie de me distraire avec tous ces rendez-vous et toutes ces choses annexes. Conseil pour gagner de l'énergie. Moi, je puise énormément d'énergie dans l'équipe. Quand l'équipe va bien, c'est super. Il y a un bon esprit général, on avance dans la même direction. Donc, pour ça, on a nos petits meetings du matin. Tous les matins, on fait un stand-up meeting de 10-15 minutes où on va chacun dépiler nos objectifs de la journée. Et du coup, ça permet de mettre tout le monde dans la même dynamique. Et après, on a juste envie de s'asseoir à son bureau et de dépiler ses tâches, quoi. Et on voit que tout le monde avance, donc c'est chouette. Ça donne énormément d'énergie, je trouve, pour la journée, de commencer avec un moment en équipe. Par rapport à l'équipe aussi, ce qui fait gagner de l'énergie, c'est aussi de savoir célébrer, entre guillemets, les petites victoires en équipe. Parce qu'on a toujours tendance à regarder ce qu'on pourrait faire mieux, ce qu'on a fait de mal, sur quel sujet on n'avance pas assez vite. Mais il y a un moment, c'est aussi important de regarder en arrière et de se dire mais célébrons le fait d'en être arrivé là. Alors c'est difficile et même nous aujourd'hui on n'arrive pas à le faire souvent, mais on arrive à le faire. Là récemment on a fêté nos 500 000 utilisateurs. C'était un samedi soir, il était 22h. On était avec François à la station F, Benoît était chez lui en famille et quand on a passé les 500 000, il est venu à la station F nous rejoindre, on a été se faire un resto et se boire un coup et ça donne énormément d'énergie de juste se poser autour des choses positives et de se dire waouh mais quel chemin on a parcouru, ça donne énormément d'énergie. L'autre question. Est-ce que la levée de fonds est un passage obligé pour une start-up tech en plus? Est-ce que c'est un passage obligé ou est-ce qu'on peut faire ça? Vu, Vécu. vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Voilà, ça répond à votre question. Vécu. Buy ticket for change. Pour d'autres podcasts vécus et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécus, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. À très vite!